Salut à tous, aujourd'hui on repart sur votre sujet favori, le portrait. Et au lieu de se focaliser sur une ou une autre méthode, on va prendre la méthode Lumi dans un premier temps, puis on va prendre la méthode Lumi un petit peu plus compliquée, puis on va de nouveau la complexifier encore un petit peu plus, et à la fin on va faire une étude avec des valeurs, et comme ça on va avoir une vue d'ensemble, non pas vraiment de la méthode parfaite entre guillemets pour appréhender le portrait, mais plutôt une façon de voir la chose un petit peu rationnelle. Le but c'est pas de commencer avec des volumes très simples, et une fois que tu as compris comment faire un cube et un cylindre, passer directement avec un portrait avec des expressions et tout. Il y a toute une étape, il y a toute une échelle à gravir avant d'arriver à faire quelque chose de vraisemblablant avec des fondamentaux qui sont vraiment solides. Donc ça c'est le genre de contenu qui va être beaucoup plus efficace si tu fais l'exercice avec moi, et en plus ça n'a pas besoin de grand chose, un crayon, une feuille, une gomme, ça n'a aucune importance. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait, histoire de soutenir la bonne cause, et puis c'est parti. Alors je vous le dis avant, je vais partir du principe que la tête Lumi vous la maîtrisez déjà, vu le nombre de vidéos que j'ai fait sur le sujet. On a déjà largement poncé le sujet sur la chaîne, mais au cas où, voici un petit croquis en accéléré de comment la faire. Ça va vraiment être le socle et le support de tous les exercices qu'on va faire après, donc c'est vraiment important d'être à l'aise avec ça dans toutes les positions, dans tous les angles possibles. Donc allez, l'exercice commence maintenant, et comme pour la tête Lumi, on va commencer avec une sphère et une croix centrale. Là, je vous recommande vraiment d'attraper un crayon, une feuille et de le faire avec moi, parce que sinon, ça sert globalement à que dalle. Donc croix centrale, ensuite on fait un espèce de cube à l'intérieur de la sphère. Jusque là, tout le monde connaît. Tu dessines ta mâchoire du bas, tu représentes aussi par des lignes les côtés des joues, et voilà, ça c'est une tête Lumi, tout ce qu'il y a de plus standard, tout ce qu'il y a de plus joli. La ligne A, elle est représentative de la ligne de l'implantation des cheveux, la ligne B, elle est représentative de l'arcade sourcilière, la ligne C, le bas du nez, et le D, le bas du menton. C'est important de se rappeler que ces trois espaces sont de taille égale. Ensuite, je fais un autre petit morceau de cercle de A à C, et toute cette petite partie qu'on voit sur les côtés, ça représente les facettes qui sont orientées vers les côtés du visage. Ensuite, on va faire ces deux espèces de grandes lignes qui vont représenter la largeur du nez sur le visage, mais aussi qui vont représenter les facettes du visage qui vont être le plus orientées vers l'avant. Garde toujours à l'esprit qu'une ligne équivaut à un changement de plan dans la perspective. Donc c'est là qu'on va commencer à tomber dans une méthode un petit peu plus compliquée que la méthode Lumi. Comme toujours, il n'y a pas de secret, c'est en répétant l'exercice suffisamment de fois que ça finit par rentrer. Entre B et C, je vais couper au tiers, et ça va me donner la base des yeux. Essaye de prendre le temps, sculpte petit à petit tes formes. Quand tu vois quelque chose qui est asymétrique, essaye de le corriger avant que ce soit trop tard. Et essaye petit à petit de repérer les rythmes, ainsi que par rapport à ton modèle, la forme des facettes. Est-ce que c'est plutôt un triangle, un carré, un losange, un trapèze? Est-ce que ça va être un carré qui va être plutôt allongé, plutôt incliné, ce genre de truc? Tu veux essayer de repérer la forme de tes formes abstraites en fait. Il faut en quelque sorte réussir à se détacher de son sujet. C'est plus un portrait que tu es en train de dessiner, c'est une série de facettes. Bon, j'espère que vous avez de l'endurance parce qu'on n'a pas encore terminé, on va monter en puissance et faire la version où il y a beaucoup plus de facettes. Mais de toute façon, on repart de la même base, c'est pour ça que j'ai commencé par faire une tête Lumi, puis une tête Lumi un peu plus complexe, et maintenant on va faire la tête Lumi encore plus complexe. Je valide chaque étape avant de passer à l'étape suivante. Tu rajoutes un tiers de plus pour définir le bas du visage, ça tu connais déjà, et puis ensuite tu fais ta petite tête Lumi avec tes petits points A, B, C, D, etc. Donc à ce moment-là, on a la tête Lumi de base. Maintenant, je vais repartir un petit peu sur le croquis qu'on a fait avant, avec cette espèce de long rythme qui va de bas en haut, de sorte à pouvoir gérer le nez. Et entre les points B et C, on va pouvoir couper au tiers. Sur le tiers du bas, entre B et C, ça va être toute la partie du bulbe du nez. Donc tout ce qui va comprendre les narines et tout, quand je dis le bulbe du nez, tu vois de quoi je parle. Et ensuite, tu peux faire des formes d'œufs, de sorte à pouvoir construire ton nez vers le haut. Et voilà, on a un nez mécanique basique, mais qui suffit à reconnaître ce que c'est. Encore sur la partie entre B et C, sur le tiers haut, tu vois que je vais pouvoir faire une petite diagonale entre ces deux points, et ça va me permettre de gérer toute la partie des arcades sourcilières. Ce losange que je suis en train de dessiner entre les deux yeux, c'est ce qu'on appelle le pont, et c'est une zone qui est en général orientée plutôt vers le bas, donc qui va être en général plutôt à l'ombre, en vue d'un éclairage du soleil qui vient souvent vers le haut. Je vais rajouter un rythme entre le bas du nez et puis le point B, comme on peut voir, ça c'est un rythme que j'emprunte à la méthode Rayleigh. Et je sais pas si tu peux te rendre compte de ça, puisque effectivement c'est pas mal en accéléré, mais je prends vraiment mon temps pour détecter chacune des facettes. C'est un travail qui est un peu lent, un peu laborieux, vraiment important, vraiment intéressant. On va faire des cercles pour les yeux qui représentent les globes oculaires. Tu peux faire des yeux, bien sûr, sans faire des globes au préalable, mais moi je trouve que c'est vachement utile pour pouvoir se représenter les paupières qui s'enroulent autour d'une sphère. Parce qu'effectivement, ce qu'on essaie de combattre ici, c'est les dessins plats sans relief. Un petit conseil que je peux te donner, c'est hésite surtout pas à gommer si tu vois que tu as fait une connerie. C'est pas grave du tout. Là, tu vois, j'ai fait un œil qui est plus petit que l'autre. Il n'y a pas mort d'homme. Je vais gommer et puis le refaire. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je sais ce que c'est quand on a galéré à faire un œil. On est bien dégoûté de devoir le gommer. Mais vraiment,
vraiment, c'est important de pouvoir le faire. Dis-toi simplement que si tu dois le refaire une deuxième fois, c'est une expérience de plus pour pouvoir t'entraîner encore plus, c'est parfait. Alors je vais pas détailler dans cette vidéo les facettes du nez, les facettes des yeux, etc. Ça serait une vidéo à part entière, et ça tombe bien puisque j'en ai déjà fait une là-dessus. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder dans la playlist Dessiner un visage. Il y a une vidéo dédiée aux yeux, une vidéo dédiée à la bouche, pour le nez et tout. Donc tu vois, je rajoute pas mal de petits traits qui représentent des changements de plan, des changements de direction à chaque fois. Finalement, c'est assez cool, ça ressemble un petit peu à une sculpture ou à une toile d'araignée, et c'est quand même pas mal satisfaisant de faire ça quand tu dessines et que tu vois petit à petit le relief de ton dessin qui dépasse un petit peu de la feuille. C'est toujours super sympa de faire ça. Maintenant, on va parler de la zone entre le point C et le point D, et de nouveau, tu peux couper au tiers, et le tiers du haut, c'est là où il va y avoir la bouche. La largeur de la bouche va rencontrer plus ou moins le milieu des yeux. On va faire avec un petit bulbe la partie du pont qui est juste au-dessus de la bouche, et ensuite on va bosser la partie du menton. Donc on voit que juste en dessous de la bouche, ça recule, puis ça revient, puis ça repart un petit peu vers l'arrière. C'est vraiment tout un rythme. Au final, un visage de profil, c'est un petit peu comme un escalier. On va continuer patiemment de faire nos petites facettes. N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo, prends ton temps, il n'y a pas le feu au lac. Moi là, j'accélère pas mal le dessin pour le bien de la vidéo, mais finalement, ça m'a pris quand même une petite demi-heure pour faire celui-là de croquis, donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Alors maintenant, on va passer à la partie ombre et lumière, et donc on va faire attention à ce schéma et à ce schéma. Le graphique qui est en bas à gauche, je l'ai emprunté à une chaîne YouTube qui s'appelle Proco, qui est vraiment excellente. Et ce que ça nous montre, c'est le pourcentage de lumière reçue par un plan donné par rapport à son inclinaison. Donc à 0%, ça prend 100% de lumière, à 10 degrés d'inclinaison, c'est 99%, 20 degrés, 97%, 30 degrés, 94%, etc. Je te laisse regarder le petit graphique. Ce que ça nous apprend et qui est vraiment intéressant, c'est que même lorsque ton plan il est tourné à 80 degrés, ça veut dire que c'est pas mal tourné, mais il y a quand même de la lumière qui est perçue, ça perçoit la lumière quand même à 45%. Et ensuite, à 90 degrés, forcément, les rayons de lumière passent sans toucher la paroi, et du coup, tu reçois 0% de lumière. Évidemment, 0% de lumière, ça ne veut pas forcément dire noir absolu. Néanmoins, ce que ça représente, c'est qu'il faut vraiment différencier deux choses extrêmement importantes avant tout, et c'est la zone frappée par la lumière et la zone frappée par l'ombre. Il y a bien sûr des variations dans l'éclair, parce que forcément, le plan petit à petit, surtout sur une sphère, s'éloigne de la lumière. Donc forcément, comme sur le graphique, 100%, 99%, etc. Donc bien sûr, on va avoir des variations, mais toujours dans une famille de valeurs qui va être beaucoup plus claire que toute la famille de foncé. Dans la même logique, dans la famille de foncé, tout va être pas mal plus foncé, mais également, on va aussi avoir des variations de couleurs plus claires, notamment à cause de la lumière réfléchie, ça veut dire des photons de lumière qui se baladent un petit peu comme des balles rebondissantes, et résultat des courses qui éclairent même les zones qui ne sont pas éclairées par la lumière directe. Cependant, ces zones de lumière réfléchie dans l'ombre peuvent pas être plus claires que les zones de clair, c'est pour ça qu'il faut vraiment différencier ces deux familles, lumière, ombre. Donc ceci étant dit, les belles paroles c'est bien, mais à un moment donné il faut passer à la pratique si on veut avancer. C'est comme le feu, on a beau savoir que c'est chaud, tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, on sait pas ce que ça veut dire. Donc je vais avoir mon petit dessin d'une tête Lumi tout à fait simple, et avec des petits modèles, je vais établir des éclairages différents, et puis d'abord placer ma zone d'ombre, puis un petit peu de lumière, et petit à petit travailler mes ombres en dégradé, de sorte à avoir le ressenti de l'aspect sphérique du visage grâce aux ombrages. L'idée c'est de faire beaucoup de croquis, ne passe pas trop de temps sur le même croquis, continue à en faire d'autres. Sur le deuxième croquis on a la lumière qui arrive de la gauche, donc tu vois c'est un éclairage différent, ce qui fait que toute la partie frontale, toute la facette frontale et la facette qui est sur le côté droit, à notre droite du moins, forcément va être à l'ombre. Et du coup toute la partie qui va être orientée vers la gauche va être éclairée par la lumière, et comme dit précédemment, ce qui compte c'est d'avoir une différence qui va être vraiment très nette entre ces deux familles de couleurs. Tu peux aussi t'amuser à rajouter un petit peu plus de foncé sur la zone qui s'appelle le terminator, ça veut dire la limite clair-obscur, la frontière entre la lumière et l'ombre. Augmenter la densité des noirs dans cette zone-là, ça va augmenter la profondeur de ton dessin. Donc tu vois, on peut le voir sur ce troisième exemple, j'ai montré d'où venait la lumière avec ma petite flèche qui est en haut. Donc on va avoir la partie frontale qui va être la plus éclairée, on va voir la partie qui est à notre gauche qui va être un peu moins éclairée, et la partie qui est à notre droite qui va être carrément à l'ombre. Et si la zone qui est frontale, elle est dégradée et elle n'est pas absolument de la même couleur, c'est parce que c'est une zone qui est courbée. Le visage, il n'est pas tout droit, il n'est pas trop robotique, donc c'est pas un schéma trop carré, ça reste avec une courbure comme une sphère. Bon, comme toujours, ça je t'invite à le répéter un maximum de fois jusqu'à ce que ce soit maîtrisé. Et puis si ça tu penses que c'était un petit peu trop compliqué, bouge pas, on va passer à la vitesse supérieure. Donc maintenant on va faire une lumière qui vient du dessus, mais avec une version qui est quand même pas mal plus compliquée avec beaucoup plus de facettes. Pour cette approche-là, je vais commencer par noter avec un trait noir toutes les zones qui vont être de la délimitation entre l'ombre et la lumière. Et ensuite, comme on a vu avant, je vais placer juste un foncé un petit peu partout. Donc là, puisque la lumière vient d'en haut, ça signifie que toutes les facettes qui regardent vers le bas, qui sont orientées vers le bas, sont à l'ombre, ce qui veut dire qu'elles ne reçoivent pas l'éclairage de la lumière. De fait, tu peux tout foncer. Je vais aussi rajouter mon ombre portée, notamment celle du nez,
et aussi l'ombre portée du trou dans lequel il y a les yeux sur la joue. Et c'est maintenant que j'ai placé toutes mes ombres et que je les ai fait d'une certaine tonalité relativement foncée, que je vais pouvoir revenir dans ma zone de lumière, et puis également pouvoir foncer toutes les facettes qui sont à la lumière, mais pas vraiment directement à la lumière. Et ensuite, avec un crayon blanc, puisque là je suis sur du papier gris, et bien ensuite tu peux faire exploser toutes les lumières les plus importantes. Et tu vois, ça donne un rendu qui est quand même assez 3D, où on voit bien qu'il y a des facettes différentes, sans que ce soit particulièrement compliqué. Ça me prend peut-être 4 minutes de faire ça, tu vois. Et il ne faut pas croire que ces exercices-là, ce sont des exercices futiles, c'est vraiment très important de faire ce genre de truc. Maintenant, on va avoir une lumière sur le second modèle qui va arriver de notre droite. Et donc cette fois-ci, je vais changer un tout petit peu de tactique, puisque je vais englober directement dans mon contour foncé la zone aussi d'ombre portée. Ça veut dire que je vais pas seulement noter toutes mes facettes qui sont à l'ombre, mais aussi les ombres qu'elles reportent sur les plans qui sont entre guillemets théoriquement à la lumière dans leur orientation. Une fois que tu as repéré ces facettes, pareil, tu grises le tout, pas de prise de tête. Essaye de penser éventuellement à la lumière réfléchie que tu vas avoir dans la partie d'ombre, mais si tu le fais pas, c'est pas très important. Je vais griser ensuite certaines parties qui sont frappées par la lumière, mais qui restent quand même toutes les parties les plus foncées sans rentrer dans la famille des ombres. Parce qu'effectivement, ça veut dire que parfois on va aussi avoir des plans qui vont être orientés tellement légèrement à la lumière que ça va recevoir une partie de la lumière, mais tellement peu que ça va être des plans, on va dire, intermédiaires. Ceux-là, ils sont un petit peu difficiles à repérer, mais il faut quand même faire l'effort de pouvoir les comprendre. Et ensuite, pareil, avec mon crayon blanc, je vais juste noter les valeurs des zones qui sont le plus à la lumière possible. Essayez vraiment de faire en sorte que chacune des facettes ait une valeur vraiment distincte. Commence pas à te casser la tête à essayer de te faire des arrondis, des modelés, des machins. Là, c'est vraiment pas le but, on fait une tête robotisée, et il y a une raison pour ça, c'est vraiment pour s'entraîner à comprendre la structure mécanique de la tête. Sur la troisième tête, on va prendre la méthode un petit peu différemment, parce que je vais commencer par la zone de lumière, et la lumière va venir d'en dessous. C'est vrai qu'en général, la lumière vient du dessus, donc par exemple le bas du nez, c'est plutôt foncé. Mais là, justement, ça peut venir d'en dessous, un petit peu comme dans les films d'horreur, etc. Donc c'est clair que d'un seul coup, ça donne une allure complètement différente, puisqu'on a des zones qui sont en général à l'ombre, qui là sont éclairées, et moi je trouve que c'est assez cool. Finalement, la logique est la même, c'est de la compréhension des formes tridimensionnelles dans l'espace, sauf que en rajoutant des éclairages divers et variés, d'une part c'est marrant, et en plus ça va te permettre de comprendre la forme en 3D encore mieux avec le temps et la pratique. Allez, maintenant on va passer au niveau expert entre guillemets, on va prendre le modèle sur lequel il y a toutes les facettes du visage. Sur le premier modèle à droite, je vais commencer par placer des zones de lumière, juste parce que j'ai envie, pourquoi pas. Ça peut toujours être intéressant de changer les approches, tu commences par la lumière, puis tu commences par les ombres, etc. Il y a des approches qui sont plus optimales que d'autres, mais je trouve que c'est toujours sympa. Quand on cherche à devenir bon en portrait, c'est énormément de travail, et du coup, il faut aussi pouvoir se faire plaisir un petit peu, et trouver des approches qui sont un peu plus fun parfois que les autres. Donc garde toujours la même chose en tête, il faut visualiser d'où la lumière vient, et puis bien repérer en regardant ta référence où est-ce que la lumière frappe. Éventuellement, tu n'auras plus besoin de référence avec le temps, tu pourras faire des personnages d'imagination qui ont des ombrages qui sont assez réalistes, mais dans un premier temps, recopier, c'est important. Tu vois, j'y vais assez paisiblement sur ce modèle. Tu peux faire des ombres qui soient de toute façon pas très foncées, tu peux aussi faire des lumières qui soient pas très éclairées. T'es pas obligé de faire la lumière qui est super blanche et puis les ombres qui sont super foncées. Ça, c'est vraiment une décision artistique, c'est un choix, ça dépend de l'ambiance que tu vas vouloir donner à ton dessin. Ce qui compte, c'est que ces deux familles se reconnaissent et soient bien distinctes. Après, la façon dont tu veux les interpréter, t'as quand même bien sûr une liberté artistique avec ça. Donc tu vois, je me casse pas trop la tête à faire de distinction entre une facette et une autre dans la zone d'ombre. Par contre, maintenant qu'on va bosser ensemble la partie qui a la lumière, là pour le coup, je vais m'appliquer beaucoup plus pour repérer toutes les facettes qui sont les plus directes à la lumière, et puis pour aussi faire des différences, des nuances entre les facettes qui sont les plus directes, un peu moins directes, encore un petit peu moins directes et tout. Autant dans ma zone d'ombre, je vais avoir genre une valeur ou deux valeurs maximum, autant dans ma zone de lumière, je vais pouvoir avoir 3, 4, 5 valeurs, et ça c'est bon. Tu sais ce qu'on dit, l'ombre c'est l'ambiance, la lumière c'est les détails. Et il faut des deux. Pour avoir une peinture ou une composition ou un dessin équilibré, il faut de l'ambiance et du détail, ça dépend des endroits. Effectivement, tu peux largement réduire la quantité de détails que tu mets et la quantité de définition dans toutes les zones d'ombre de façon générale. Entre le modèle 2, que je suis en train de terminer en rajoutant pas mal plus de foncé dans les ombres, et le modèle 1, c'est quasiment le même, sauf que la lumière, elle est en fait quasiment opposée. Et en fait, ce qui est cool dans le modèle 2 par rapport au 1, c'est le contraste. Clairement, le contraste, c'est pas du tout le même. Par contre, dans les deux cas, fondamentalement, c'est correct. Fondamentalement, tu as les deux familles,
ombre-lumière, les facettes sont respectées, etc. Mais d'un point de vue artistique, il y a un choix qui se fait. À savoir, dans un cas, des foncés beaucoup plus foncés, dans l'autre, des foncés qui sont moins foncés et tout. Tout ça, ça va clairement changer l'ambiance de ta peinture en général. Allez les amis, encore un petit effort, on y est presque, on a presque terminé cet exercice de folie. Et pour la troisième tête, on va faire une approche encore un petit peu différente. Au lieu de commencer par l'un ou l'autre, je vais juste griser tout ce qu'il y a. Et on va procéder d'abord par effacement, ça va donner une ambiance qui va être un petit peu différente, on verra ça après. Et au lieu d'avoir quelque chose de trop défini, je vais juste bloquer avec un gris un petit peu plus foncé toutes mes zones d'ombre, mais clairement c'est un petit peu moins défini. C'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est une approche différente, ça donne des résultats différents, ça c'est à chacun de choisir. Sachant que là je travaille sur un logiciel, mais je fais exprès de faire des choses qui sont complètement réalisables avec un crayon et un papier. Il n'y a rien que je fais là qui ne soit pas faisable avec un médium traditionnel. Là maintenant je vais gommer certaines parties, juste histoire de faire ressortir un petit peu ma lumière, avant de pouvoir passer avec mon crayon blanc. Ça donne un style de suite qui est un petit peu plus ambiant, je trouve ça assez sympa aussi. C'est sûr qu'ensuite c'est le crayon blanc qui va vraiment faire ressortir les zones de lumière les plus importantes. Comme d'habitude, garde bien en tête l'inclinaison de tes facettes. Au début, ça va être un effort mental un petit peu conséquent et petit à petit, tu t'y fais de plus en plus. Et une fois que tu as fait 50, 100 dessins comme ça, eh bien, tu sais ce qu'il faut faire. Alors on parlera de ce sujet une autre fois, mais pour les surbrillances, lorsqu'on fait des modèles avec pas mal d'arêtes comme ça, en général ce qui se passe c'est que c'est l'arête elle-même qui surbrille. Ça veut dire que la zone la plus blanche, en fait elle se trouve pas sur une facette, elle se retrouve sur l'arête. C'est comme ça. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu en surbrillant certaines arêtes sur la fin. Pour le fun je vais le faire sur les 3 modèles après. Ça va permettre de rajouter un côté encore plus détaillé, avec un côté un petit peu plus brillant. Ça va changer un petit peu en quelque sorte la perception de la texture du matériau qu'on est en train de dessiner. Et tu vois, typiquement là dans ces 3 modèles, on a 3 façons de gérer les valeurs différentes, surtout au niveau de la partie ombrage. On a eu une première approche claire puis foncée, la deuxième approche foncée puis claire, et la troisième approche on fout le bordel partout, on gomme et on reprend. Dites-moi dans les commentaires la version que vous préférez, ça m'intéresse de savoir. Alors sachez que dans cette même série, il va y avoir bientôt le profil, le 3/4 et puis éventuellement aussi des angles un petit peu plus exotiques qui vont venir. En tout cas pour moi c'était bien cool de faire cette petite vidéo et puis je vous dis à la prochaine, ciao.